Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition de journal. Tout de suite, le grand titre. L'Union européenne demande au Rwanda d'utiliser tous les moyens pour faire pression au M23 afin qu'il se retire de zones occupées. Il renouvelle en outre son attachement à la souveraineté et de l'intégrité territoriale. 15 février, le monde célèbre la journée internationale du cancer de l'enfant, une triste réalité qui touche le monde entier, surtout l'Afrique où actuellement le taux de mortalité est élevé à 60%. Encore une fois, messieurs, dames, bienvenue à ce journal. Sachez que suite à la montée des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, notamment à la suite de l'incident entre un avion militaire de la RDC attaqué par le Rwanda le 24 janvier, l'Union européenne demande au Rwanda d'utiliser tous les moyens pour faire pression sur le M23 afin qu'il se retire de zones occupées. Détail en images. L'Union européenne exhorte le Rwanda à cesser son appui au M23 et à utiliser tous les moyens pour faire pression sur le M23 afin qu'il se retire des zones occupées comme prévu dans le plan convenu entre le chef d'état-major de l'EAC le 9 février 2023 à Nairobi. C'est dans une déclaration faite par le haut représentant Joseph Borrell sur la dégradation de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. L'absence de la mise en œuvre des engagements et des décisions prises par différentes parties et la poursuite des combats autour des Goma aggrave une situation humanitaire désastreuse. L'Union européenne exhorte à nouveau tous les groupes armés à déposer les armes et à se retirer de positions qu'ils occupent et à prendre part au processus de réintégration. Elle condamne en outre la xénophobie, les discours de haine, y compris par les personnalités politiques, et l'incitation à la violence visant toute personne autour de groupes en raison de sa race ou de son origine ethnique. L'Union européenne réaffirme son soutien à la MONUSCO et condamne les attaques récentes dont elle a été victime. L'Union européenne reste engagée et prête à soutenir la stabilité et le développement durable de l'Est de la République démocratique du Congo et de la région dans son ensemble sur la base de sa nouvelle stratégie pour les Grands Lacs qu'elle adoptera dans les jours à venir. Et au sujet de la gérance des questions retrait de la République démocratique du Congo, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ainsi que de la présence de la force régionale de l'EAC, le gouvernement ne partage pas l'avis des manifestants de l'Est et de certains mouvements citoyens. Suivez. Réagissant aux revendications brandies lors des manifestations populaires organisées à Goma réclamant le départ de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC et aux exigences de certains mouvements citoyens enjoignant la RDC à quitter cette organisation, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a déclaré lundi 13 février durant un briefing avec la presse en compagnie du ministre des Communications et Médias Patrick Mouyaya que la RDC n'envisage aucunement de quitter l'EAC. Quitter l'EAC serait un grand cadeau offert au Rwanda dans la mesure où la RDC n'aura presque plus de cadre de proximité pour convoquer le Rwanda, a expliqué Christophe Lutundula. Dans cette affaire, a-t-il encore indiqué, le maître de tout, c'est le Rwanda. Nous n'avons pas la compétence de convoquer le Rwanda. Les seules communautés où nous nous retrouvons avec le Rwanda, c'est l'Union africaine, la CIRGL et l'EAC.
À l'EAC où nous sommes, il y a des articles du traité créant l'EAC qui sont consacrés au règlement des conflits. Le seul espace de proximité pour le règlement des conflits que nous souhaitons pacifique, où nous nous trouvons avec le Rwanda, c'est l'EAC. La SADC, oui, mais elle n'a aucune compétence vis-à-vis du Rwanda, sauf à entrer en affrontement. Dans ces conditions, sachons ce que nous voulons. Si c'est un conflit extérieur, il faut le traiter avec les instruments qui viennent de l'extérieur. De son côté, Patrick Mouyaya a expliqué, nous citons, on ne va pas tout mettre à table parce que notre appartenance à cette communauté est vitale pour permettre à ces pays de décoller et d'avoir des ouvertures sur toutes les parties du monde. Fin de citation. Par ailleurs, Kinshasa s'attend à ce que la force régionale assure son mandat offensif contre les groupes armés dont le M23. Dans une déclaration faite par le porte-parole du parti politique Nouvel Élan, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou, demandant aux dirigeants de la République démocratique du Congo de se tourner vers la SADC pour éradiquer le groupe armé qui endeuille la partie est du pays. Albert Moukoulundoubou, membre de la coalition La Mouka, estime que les chefs d'État congolais devaient recourir plutôt aux forces de la SADC qui ont donc l'air preuve en 1998. Suivez. Nouvel Élan dénonce les propos défaitistes et la duplicité du régime en place. Monsieur Félix Tshisekedi, président en exercice de la SADC, préfère recourir aux armées de la balkanisation, donc aux forces régionales de l'EAC, pour combattre les mêmes forces de l'EAC alliées du M23, alors qu'il est président en exercice de la SADC, dont les troupes avaient combattu les mêmes pays agresseurs en 1998 sous le règne du feu président Laurent Désiré Kabila. Face à cette trahison dont se rend coupable le régime actuel en complicité avec certains États de la communauté internationale, Nouvel Élan encourage les FARDC à se battre aux côtés de nos populations contre l'agression rwandaise, ougandaise et les armées de la balkanisation dites les forces régionales de l'EAC. Nouvel Élan appelle les populations congolaises, principalement celles de l'Est, à demeurer debout, vigilantes et à résister contre les agresseurs ainsi que leurs complices congolais. Sachez également que le président national Christophe Mbosso a en audience mardi 14 février en son cabinet les ministres intérimaires des Transports, Voies et Communications, Marc Ekila. Au menu de cet entretien, l'opérationnalisation de l'établissement public dénommé Transacademia. Suivez. Notre entretien a porté essentiellement à ce qu'il voulait avoir de plus amples informations sur l'opérationnalisation de l'établissement public dénommé Transacademia. Et Transacademia, vous savez, c'est un établissement public qui est né de l'idée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement à sa tête, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, sont en train de matérialiser cette vision-là, parce que le chef a voulu que nous puissions avoir un établissement public de transport dédié spécifiquement aux étudiants. Alors nous lui avons fait part de toutes les étapes que nous avons déjà parcourues, depuis l'acquisition des bus jusqu'à ce jour. Et de cela, nous avons également présenté quelques petites préoccupations et il nous a donné tout son soutien. Et nous lui avons également rassuré qu'avec son soutien, dans les jours qui suivent, nous pouvons effectivement avoir le bus Academia qui œuvre en transportant effectivement des étudiants d'un site universitaire à un autre. Et nous avons également profité, comme nous sommes dans le secteur du transport, nous avons également abordé d'autres sujets, notamment l'état actuel de la société Congo Airways en rapport avec son exploitation. Voilà un peu d'une manière générale, c'est à quoi apporter l'entretien de ce jour avec l'honorable président de l'Assemblée nationale qui nous a prodigué beaucoup de conseils et beaucoup d'orientations et nous a demandé de revenir le plus vite possible. Et en économie, les performances économiques réalisées par le gouvernement de la République démocratique du Congo sont très résilientes, à en croire le Mercedes Vera Martin, le chef d'une délégation du Fonds monétaire international qui séjourne depuis une semaine dans le MIR congolais. Sami Bosongo nous en dit plus. C'est au sortir de l'audience accordée à la délégation du Fonds monétaire international
FMI par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde que Mercedes Vera Martin, chef de cette délégation, a exprimé son satisfait au sujet des performances économiques très résilientes réalisées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Elle a en effet déclaré à ce sujet, nous citons, « Nous avons eu une discussion ensemble sur la gestion des politiques macroéconomiques, la politique budgétaire, la politique monétaire pour l'année prochaine en vue du renouvellement du nouveau taux d'échange au niveau de l'inflation et dans le contexte de la détérioration de la sécurité à l'est du pays. Des dépenses additionnelles qui doivent être bien maîtrisées pour assurer et maintenir la stabilité macroéconomique du pays. » Fin des citations. Il est à noter que dans les échanges, les perspectives budgétaires pour l'année 2023 ont également été abordées. Sachez par ailleurs que cette délégation du FMI séjourne à Kinshasa depuis une semaine et que sa mission prend en compte la situation du changement des politiques macroéconomiques. Comme annoncé au sommaire, 15 février, journée internationale du cancer de l'enfant, une réalité très triste qui touche le monde entier, surtout l'Afrique, où actuellement le taux de mortalité est de 60%. À ce sujet, Dr Marius Chibangu nous a rappelé quelques facteurs favorisants de cette pathologie. Suivez. Le 15 février, une date dédiée au cancer de l'enfant, journée choisie pour sensibiliser son entourage à cette triste réalité. Au niveau mondial, chaque année, 163 000 cas du cancer sont déclarés chez les enfants de 0 à 15 ans. Malheureusement, 80 000 en perdent la vie. En Afrique, le taux de mortalité est de 60%, tandis qu'en Amérique du Nord, l'on se situe actuellement à moins de 15%. Au téléphone de BSC Télévision, le docteur Marius Chibangu a défini les cancers avant de citer quelques sortes de cancers que l'on trouve chez l'enfant et le facteur favorisant. La journée du 15 février est l'occasion de rappeler au monde entier l'importance de la collaboration internationale pour une meilleure compréhension, un meilleur traitement et aussi un meilleur suivi des cas de cette affection. La controverse née de l'opération coup de poing consistant à la démolition de constructions anarchiques à Kinshasa mérite une réflexion plus approfondie pour déterminer la part de responsabilité des uns et des autres. Suivez Sami Bosongo qui nous en dit plus. Dossier démolition des constructions anarchiques à Kinshasa, toute une dialectique en découle depuis que l'agent public y procède. À notre analyse, quand il s'agit d'une question publique engageant les intérêts des gens, l'approche ne devrait pas qu'être normative. Elle devrait surtout être sociologique, car par le passé, la mesure d'interdiction des ventes d'eau fraîche dans des sachets a échoué, vu que l'on ne tenait pas compte des considérations sociologiques au point de découvrir les raisons qui poussaient les gens à se résigner de vendre de l'eau fraîche dans des sachets, un fait social qui est apparu à la fin de la décennie 1980 dans la société congolaise. Si, sous le plan de la loi, l'agent public a pleinement raison d'éraser les constructions anarchiques, il devrait réfléchir 20 fois sous le plan sociologique. Légalement même, le fautif, c'est l'agent public qui délivre des autorisations de bâtir à des tiers et qui les laisse commencer et achever leur construction qui coûte cher à leur bourse. Normalement, les services de tutelle n'auraient pas dû ni délivrer des autorisations de bâtir, ni laisser les tiers achever leur construction. En délivrant les autorisations de bâtir et en laissant les tiers achever leur construction, l'État se rend coupable et devrait indemniser les victimes des opérations de démolition et de construction dites anarchiques. Sous un regard sociologique, les Congolais enregistrent des pertes de fonds dépensés pour construire. Il y en a aussi qui perdent leurs emplois. Et que dire si après ces démolitions, les Congolais ne se remettent pas des préjudices subis et qu'on assiste de nouveau aux mêmes constructions comme c'est souvent le cas? C'est toujours avisé de prévenir un mal que de s'attaquer à lui quand il s'est déjà installé.
Et à l'étranger, 4 hommes soupçonnés d'avoir joué un rôle d'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet 2021 ont été arrêtés mardi en Floride, aux États-Unis. Selon les autorités américaines, trois d'entre eux cherchaient justement à tirer des bénéfices d'un changement de pouvoir. Roger Matadi. Et oui, les 4 hommes accusés d'avoir planifié et financé l'assassinat en 2021 de l'ex-président haïtien Jovenel Moïse, élu le 7 février 2017. Ces criminels ont été arrêtés mardi en Floride, aux États-Unis d'Amérique, où ils résident, ont annoncé les autorités américaines. Ces nouvelles interpellations portent à 11 le nombre de suspects incarcérés aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de cette enquête, dont les volets haïtiens et au point mort. 3 des suspects arrêtés cherchaient à tirer de bénéfices d'un changement de pouvoir en Haïti. Il s'agit de Arcangel Pretel Ortiz, un Colombien de 50 ans, Antonio Intriago, un Vénézuélien de 59 ans, et de Walter 20 ans, un Américain d'origine équatorienne de 54 ans. Ils étaient tous des patrons des sociétés de sécurité privées établies dans le sud de la Floride. Le 4e, Frédéric Bergman, un Américain de 64 ans, soupçonné de les rapporter en soutien matériel. Rappelons par ailleurs que le président Jovenel Moïse était abattu par un commando armé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 dans sa résidence privée à Port-au-Prince. Sa mort avait encore aggravé les chaos dans ces pays pauvres des Caraïbes. Messieurs, dames, ce journal est terminé. Place au rappel de principaux titres. L'Union européenne demande à Rwanda d'utiliser tous les moyens pour faire pression au M23 afin qu'il se retire de zones occupées. Il lui réitère son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de tous les pays. 15 février, le monde entier célèbre la journée internationale du cancer de l'enfant, une réalité triste qui touche le monde entier, surtout l'Afrique où actuellement le taux de mortalité est de 60%. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.